Aujourd'hui, on va apprendre le raisonnement par l'absurde, qui est assez subtil mais très puissant. Si tu ne le connais pas, normalement, le nom t'interpelle. Raisonnement par l'absurde. Genre, on va raisonner avec un truc absurde, avec un truc qui n'a pas de sens. Et bah oui, c'est un peu ça, l'essence de ce raisonnement. Donc d'abord, je vais rapidement t'expliquer le concept du raisonnement par l'absurde. Je vais rester un peu théorique, donc je ne vais pas rester très longtemps. Et ensuite, on fera des exemples pour mettre en avant donc, ce raisonnement. Le principe de ce raisonnement repose sur la première étape. Elle est cruciale. En fait, on va partir d'un truc et je vais dire, imagine ce truc-là est vrai. On va partir d'une hypothèse qu'on suppose vraie. C'est la base, d'accord? Et toi, tu vas l'accepter. Je vais dire, imagine ce truc-là est vrai. Ok? Et à partir de là, on va raisonner. Si on est dans les maths, on va faire des calculs. Bref, on raisonne étape par étape, on fait des choses. Et à un moment donné, on va arriver sur un truc qui n'a pas de sens, un truc absurde. Et si en faisant des calculs licites, tu arrives sur un truc insensé, qu'est-ce que ça voudra dire? Bah, ça voudra dire que ton truc de départ était lui-même insensé, était faux. Et qu'est-ce que ça veut dire arriver sur un truc absurde? C'est par exemple, imagine tu tombes sur 4 égale 0 en faisant tes calculs. Est-ce que 4 c'est égal à 0? Bah non, 4 ça vaut 4. Donc si tu arrives à ça, tu dis mais c'est n'importe quoi, donc mon truc de départ est faux. Ou alors par exemple si tu tombes sur x carré égale moins 2 dans l'ensemble des nombres réels. Imagine à la fin de tes calculs, tu arrives à ça. Tu dis mais c'est n'importe quoi, un carré ça peut pas être négatif, donc absurde, donc mon hypothèse de départ est fausse. Et si tu as regardé les épisodes précédents du raisonnement par l'absurde, tu sais que maintenant en fait, tu devrais avoir des exemples concrets du raisonnement par l'absurde, des exemples de la vie de tous les jours, avant de faire des exemples mathématiques. Sauf que j'en ai pas trouvé. J'ai cherché partout, je suis en anglais, en espagnol, en français. J'ai essayé de trouver des exemples concrets de raisonnement par l'absurde et j'ai pas trouvé. Avec Navid, on a échangé et on a eu des exemples, mais ils n'étaient pas du tout pertinents. Parce que l'essence du raisonnement par l'absurde, c'est de supposer un premier truc qui est faux en fait. Et ensuite, à partir de ce truc qui est faux, mais tu le sais pas encore, tu fais des calculs et tu arrives sur un truc qui te saute aux yeux. Je dis, ah ok, donc même si c'était pas évident, mon premier truc était faux. Sauf que si c'est en français, un exemple concret de la vie de tous les jours, je vais partir d'une hypothèse fausse. Bah, dès le départ, tu te dis, ouais, mais c'est n'importe quoi, arrête de me parler, tu vois. Donc, en fait, je vais pas pouvoir te tenir pour faire ce raisonnement. Vu que la première phrase sera évidemment fausse, ça sautera aux yeux dès le départ. Donc, le raisonnement est en fait tué dans l'œuf, il peut pas naître. Donc, c'est pour ça qu'en français, j'ai pas réussi à trouver d'exemples concrets intéressants. Si en revanche, tu en as, mets-les-moi dans les commentaires, je serais vraiment preneur. On commence par un exemple mathématique, mais assez abordable. Et au fur et à mesure, on montre un petit peu le niveau. Le dernier, il faut avoir un gros niveau de terminal pour le faire. On doit montrer que pour tout réel x différent de moins 3, 2x moins 7 sur x plus 3 différent de 2. Donc tu vois, c'est assez inédit quand même, montrer qu'un truc est différent, égal barré. Comment on peut faire ça? On va faire par l'absurde, tu vois. Et ça où je dis la base, c'est la première ligne. Tout le concept repose sur la première ligne. Nous, on te dit, prouve que ce truc-là est faux. Je dis, attends. Je vais faire style, c'est vrai. Tu vois, imagine, c'est vrai. Je vais faire des calculs et je vais arriver sur un truc aberrant. Et je pourrais dire, ok, donc mon hypothèse de départ, ce que j'ai supposé être vrai, n'a pas de sens, est faux. Donc, qu'est-ce qu'on va supposer? Je t'ai attendu avant de l'écrire. Donc, je te rappelle, tu dois montrer que cette fraction est toujours différente de 2. Donc, tu veux dire, supposons qu'elle soit égale à 2. C'est ça, en fait, c'est le truc contraire. Imagine, elle est égale à 2. Je vais faire mes calculs et prier pour tomber sur un truc qui n'a pas de sens. Et maintenant, tu es livré à toi-même. Tu as ça comme calcul. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? À partir du moment où on précise bien que x différent de moins 3, quand même, la façon la plus rapide, c'est d'envoyer tout le x plus 3 de l'autre côté. X plus 3 divise le membre de gauche, donc tout le x plus 3 va aller multiplier le membre de droite. Je l'ai envoyé multiplier et je n'oublie pas les parenthèses. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On va développer ici. 2 fois x, on est à 2x, plus 2 fois 3, 6. On est face à une équation toute mignonne, j'ai envie de dire x d'un côté, nombre de l'autre. Donc le 2x reste à gauche et ce plus 2x devient moins 2x à gauche. Égal 6 n'a pas changé, moins 7 devient plus 7. Ok. 2x moins 2x. Si tu l'as jamais vu, il peut être perturbant. Qu'est-ce que ça fait? Deux façons de voir les choses. Pour réduire une expression, quand c'est la même famille, tu fais style, il n'y a pas la lettre. Donc en fait, le calcul, c'est 2 moins 2. Et 2 moins 2, ça fait 0. Donc ça, en fait, c'est 0x. Et 0x, c'est comme 0 fois x. 0 fois x, ça fait 0. Ou autre façon, c'est pile la même quantité. Un truc moins le même truc. Peu importe de quoi je parle. Un truc moins le même truc. Bah, ça fait 0. Donc 0 égale 13. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah maintenant, on s'insurge, tu vois. 0 égale 13, ça n'a pas de sens. 0 n'est pas égal à 13. 0, c'est égal à 0. C'était un peu comme mon exemple tout à l'heure, quand même, je t'ai mis sur la piste. J'arrive sur un truc qui est clairement absurde. Qu'est-ce que ça veut dire? Que mon hypothèse de départ était fausse. Autrement dit que 2x moins 7 sur x plus 3 n'est pas égal à 2. Et j'ai bien démontré ce qu'on m'avait demandé. Par l'absurde. Exemple suivant, tout aussi abordable, mais qui va nous faire un peu réfléchir. Montrer que le nombre 0 n'a pas d'inverse. Normalement, ça on le sait. Pour inverser un nombre, tu prends, tu le retournes, ou tu fais 1 sur le truc, mais 0 n'a pas d'inverse. Et donc, comment on le démontre? Pas par l'absurde. Donc, c'est notre base. La première étape, c'est celle qui est cruciale en fait. On va supposer que c'est faux. C'est ça en fait le principe de l'absurde. C'est qu'on suppose que le truc est faux et on arrive à une contradiction. Et bien, supposons que le nombre 0 est un inverse. On va supposer qu'il y a un inverse et on va faire des calculs et à la fin, on va dire « Ben non, regarde, c'est n'importe quoi, 0 ne peut pas avoir d'inverse. » Là, c'est pas beaucoup de calculs, on va surtout discuter. Bon, d'abord, on va lui donner un nom, cet inverse. On va l'appeler A. Et donc, ton but maintenant, c'est de trouver la valeur de A.
Parce qu'on a supposé que 0 avait un inverse. Et donc, trouvons-le, puisqu'on a dit qu'il y en avait un. Et là, il faut revenir à la définition. C'est quoi la vraie définition d'inverse? Parce que nous, à chaque fois, 3/4, 4/3, tu vois, on le fait peut-être mécaniquement. Mais c'est quoi la vraie définition? L'inverse d'un nombre, c'est le nombre qui, multiplié par lui, donne 1. En fait, quand tu multiplies un nombre et son inverse, ça doit être égal à 1. Donc, si 0 et a sont inverses, alors ça doit vérifier quelle égalité? Le nombre a doit vérifier cette égalité 0 fois a égale 1. Moi, j'ai supposé que 0 avait un inverse et qu'il s'appelait a. La définition, c'est que quand tu les multiplies, tu obtiens 1. Ok, on est en train de raisonner. Et donc, c'est là où maintenant, on fait pause, on va prendre un peu de recul, on va prendre un petit cerveau de CM2, CM1 et se dire, attends, 0 fois quoi, ça fait 1? C'est pas possible, tu vois. N'importe quel nombre multiplié par 0 donne toujours 0. Je cherche un nombre qui multiplie par 0 me donne autre chose que 0. Il n'y en a pas. 0 fois un nombre, ça donne toujours 0. C'est vrai que je te dis, ça va pas vraiment être des calculs, mais on va discuter un peu. Je ne sais pas si je t'ai convaincu ou pas, mais en tout cas, c'est ça la démarche. Et donc maintenant, la question que je te pose, c'est que donc, peux-tu trouver une valeur de A qui satisfait cette égalité? Non, il n'en existe pas. Donc aucune valeur de A ne convient. On arrive sur un truc aberrant, sur une égalité qui sera jamais vraie. Même 0 fois 0, ça fait 0, ça fait pas 1. Donc comme on arrive sur un truc insoluble, finalement, c'est que notre hypothèse de départ est erronée. On a supposé que 0 avait un inverse, et donc faux, le nombre 0 n'a pas d'inverse. On l'a démontré par l'absurde. Exemple suivant, le niveau monte, mais il devrait te plaire parce que j'ai fait pas mal de vidéos qui traitent de l'arithmétique de terminale, voire de première année à la fac, et les retours ont été pas mauvais. Donc j'espère que je vais encore réussir à te satisfaire. Montrer que quelle que soit la valeur de n dans n, donc quel que soit le nombre entier naturel n, racine de n carré plus 14 n'est jamais un nombre entier. On va prendre quelques instants pour comprendre et de voir pourquoi le raisonnement par l'absurde est assez puissant ici. En fait, racine d'un truc peut arriver sur un nombre entier si dans la racine, il y a un carré parfait du style 25, du style 144, d'accord? Donc, racine de quelque chose pourrait fonctionner. Donc là, en fait, regarde, n carré plus 14, qui te dit qu'à un moment donné ou un autre, tu vas pas tomber sur un carré parfait, même s'il est grand, genre 576, enfin bref, un gros nom, qui fait que quand tu lui mets la racine, ça tombe sur un entier. Donc, il faudrait se dire, n carré plus 14 ne doit jamais être égal à, on va dire, x carré, le carré de quelqu'un. Et donc, pour que n carré plus 14 soit égal au carré de quelqu'un, il faudrait que n carré soit 14 en dessous d'un carré parfait. Comme ça, quand tu fais plus 14, tac, il arrive à 144 par exemple. Mais c'est assez compliqué à faire. Enfin, tu vois, t'imagines? Donc, il y a 14 d'écart entre deux carrés. Ah, tiens, dit comme ça, peut-être qu'on peut plus montrer que ça ne marche pas. Enfin, voilà, j'ai pris ces 2 minutes pour te montrer que le chemin naturel est semé d'embûches. C'est vraiment compliqué de montrer que ça ne peut pas être un carré parfait. Même si je te promets, là, ça vient de sortir en live le raisonnement, je me rends compte que c'est peut-être pas si compliqué parce que 14 d'écart entre deux carrés, très vite, tu te rends compte que c'est pas possible. Entre 23 au carré et 24 au carré, il y a quand même beaucoup d'écart. Il ne peut pas y avoir que 14. Donc, il faudrait juste montrer que ça ne marche pas pour les premières valeurs. Et ensuite dire que, au bout d'un moment, 14 c'est trop faible. Voilà, petite parenthèse pour ceux qui m'ont suivi. Sinon, on part dans le raisonnement par l'absurde. La clé est donc la première étape. On me dit, montre que c'est jamais un entier. Je dis, ah ouais? Supposons que c'est un entier. Tu vois, c'est ça, en fait, tu prends le contraire, tu prends le contre-pied, mais dans les calculs, à la fin, tu arrives à un non-sens. Tu dis, ah ouais, mais c'est n'importe quoi. Donc, forcément, ce que j'ai pris pour vrai ne l'est pas. Et donc, j'ai démontré ce qu'on me demandait. Ok, ça c'est encore une fois la structure. Et là, un peu comme tout à l'heure, maintenant que tu as posé la première pierre, tu es un peu livré à toi-même. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va essayer de transformer en mode mathématique ce qu'on a dit en français. Traduction mathématique de cette phrase, cette racine est un entier, ça veut dire qu'il existe un entier k tel que cette racine soit égale à k. Pourquoi appartient à n et pas dans z? Parce que racine d'un truc, si elle existe, est positive, donc je prends dans n. Mais d'ailleurs ça marchait aussi si n était dans z, mais je l'ai pris pour n pour aller un peu plus vite. Ok, une fois qu'on est là, fais parler tes réflexes, qu'est-ce qu'on va faire? On va élever tout le monde au carré. Comme ça, cette racine bien moche va disparaître. Donc, en élevant au carré à gauche, la racine disparaît et le k devient k au carré une fois qu'on a mis au carré. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, en fait, c'est des équations qu'on résout pas mal quand on fait de l'arithmétique. Et en fait, c'est pas hyper compliqué, même si elle a l'air. Pourquoi? Parce que n et k, ce sont des entiers. Donc, tu vois, tu vas pas tester tous les cas comme 2,48, etc. Il n'y a pas 15 000 possibilités. Et il y a une certaine façon de les traiter. Ton rêve, quand tu as une équation comme ça avec des entiers, c'est de te ramener à une multiplication qui est égale à un autre nombre. Imagine si tu multiplies a fois b des entiers, tu arrives à 35. Il y a quoi comme possibilité? Il n'y a pas 15 000, il y a 1 fois 35, 35 fois 1, 5 fois 7, 7 fois 5. Tu vois, c'est ça la clé de ces équations avec des entiers. C'est souvent de te ramener à une multiplication parce qu'ensuite, on va justement faire la disjonction de k, on va distinguer les k et il n'y en aura pas tant que ça. Et ici, comment faire? En fait, il fallait que tu vois qu'il y ait deux équipes. Première équipe, les carrés. Deuxième équipe, le nombre. Donc, une fois qu'on a rapatrié le k au carré à gauche et plus 14 est devenu moins 14, ici, tes yeux ont remarqué, identité remarquable, a carré moins b carré, ce qui nous donne a moins b facteur de a plus b. Donc, ici, n moins k fois n plus k égale moins 14. Et là, on est un peu comme dans le cas que j'ai effacé, j'ai une multiplication égale à moins 14.
Bah encore une fois, il n'y a pas 15 000 possibilités. Qui fois qui te donne moins 14? Avant de lister toutes les possibilités qui donnent moins 14, j'ai une question pour toi. C'est qui le plus grand? C'est n ou c'est k? Et quelle part il y a la réponse dans les lignes. En fait, si tu regardes cette ligne-là, attends. N carré plus 14 égale k au carré. Ils sont tous positifs. N et k sont dans n. N carré plus un truc donne k au carré. Bah k est plus grand. Vu qu'après, c'est pareil. Raisonner sur les carrés ou les normaux, en termes de grandeur, c'est pareil. Pour atteindre k au carré, il faut que n carré, tu lui ajoutes quelque chose. Bah donc k au carré est plus grand que n au carré. Donc k est plus grand que n. Parce qu'ils sont tous positifs. Donc là, on vient de statuer que le nombre k est plus grand que le nombre n. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici pour mes facteurs? Tu vois, c'est un peu intéressant. N moins k, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bah, c'est un nombre négatif. Attends, k est plus grand que n, donc genre 3 moins 7, tu vois. Si à droite, c'est plus grand que à gauche, bah, c'est que le nombre est négatif. Ok. Et ce facteur-là, il est de quel signe? Bah, là, il n'y a même pas besoin de savoir qui est plus grand. N et k sont des entiers naturels, ils sont positifs. Quand tu ajoutes deux positifs, tu restes positif. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de contradiction. On multiplie bien deux facteurs de signes contraires, on arrive bien à moins 14. Avant de lister toutes les possibilités, j'ai encore une question pour toi. En fait, ça va diviser par 2 nos candidats. Moins 2 fois 7, moins 7 fois 2. Tous les deux me font bien moins 14 quand je les multiplie. Pour autant, il y en a un qui n'est pas possible. J'aimerais que tu me dises lequel et pourquoi. En fait, ce qu'il faut comprendre, comme n et k sont positifs, si on parle en valeur absolue, c'est-à-dire le nombre sans le signe, tu vois, 2, 7, 7, 2, d'accord? Valeur absolue. C'est qui le plus grand? Celui de gauche ou celui de droite? Je me fiche des signes, juste la valeur numérique. Qui est le plus grand? Bah c'est lui, tu vois. Parce que j'ai deux nombres positifs. Quand je les ajoute, bah forcément je grossis. Et quand je les soustrais, bah forcément je diminue. En valeur absolue. Combien ça vaut? Sans le signe. Bah donc celui-là, il n'est pas possible. Parce que si tu m'as un peu suivi, ce nombre-là sans le signe est plus grand que celui-là. Donc si on regarde sans le signe, c'est pas possible. Donc déjà, en fait, quand tu auras un couple qui donne moins 14, et bah forcément le plus petit sera à gauche. Donc tu vois, la liste, il n'y en a plus tant que ça. Bah, il en reste même que 2 en fait, donc c'est quasiment terminé. Les deux seuls candidats, c'est moins 2 fois 7, moins 1 fois 14. Comme ça vérifie bien toutes les hypothèses. Et par rapport à notre raisonnement par l'absurde, qu'est-ce qu'il faudrait pour ces candidats? Bah que aucun des deux fonctionne. Nous, on a supposé qu'un truc est vrai, donc là j'ai fait mon raisonnement, et il faudrait que je dise, eh ben non, mais il n'y a rien qui marche, il n'y a aucune solution. Donc, mon nombre ne peut pas être un entier, et on aura gagné. Donc, pour vérifier si nos candidats fonctionnent ou pas, il faudrait que moins 2 soit égal à n moins k, et 7 soit égal à n plus k. Regarde, je te l'ai remis dans le bon ordre. Comme ça fonctionnerait. Donc là, il y a deux chemins. Comme il n'y a pas 15 000 possibilités, on pourrait les tester à la main. Est-ce que ça fonctionne? Tu vois, deux entiers dont la somme fait 7, tu vois, 3 plus 4, 1 plus 6, il n'y en a pas tant que ça, et que leur soustraction, leur différence, soit égale à moins 2. Possibilité numéro 1. L'autre méthode, c'est avec un système en fait. On veut absolument que n-k soit égal à 2 et en même temps que n plus k soit égal à 7. Parce que si on arrive à trouver le couple nk qui fonctionne, c'est bon. On pourra dire que c'est égal à moins 14 et donc que ma racine est bien un nombre entier. Mais a priori non, parce que normalement ça doit être faux. Hein, okay. Bon, comment on fait ce système? Là, en un coup d'œil, j'espère, tu vois que mais si j'ajoute les deux lignes, qu'est-ce qui se passe? Les k ils disparaissent. N plus n, ça fait 2n. Moins k plus k, 0. Et ensuite, à droite, on n'oublie pas, moins 2 plus 7, ça fait 5. Il fallait voir qu'il fallait ajouter les deux lignes. Donc, ça veut dire que n égale combien? 5 sur 2. 5 demi, ce qui fait 2,5. Ah ok, donc la solution du système, n égale 2,5. Non, pas possible. Pourquoi? Parce que n est un nombre entier. Donc, attends, la solution de ce système, c'est 2,5, mais n est un nombre entier. Donc, c'est pas possible. Donc, ce système n'admet pas de solution, tu vois. Une absurdité dans l'absurdité, tu vois. Donc, ce système n'a pas de solution. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'existe pas de couple nk qui vérifie ça. n-k égale 2, n plus k égale 7. Ce qui signifie que le candidat moins 2 fois 7 est écarté. Il en reste qu'un seul. Il reste moins 1 fois 14. Est-ce que moins 1 fois 14 fonctionne? Pour ça, il faudrait que n-k soit égal à moins 1 et que n plus k soit égal à 14. C'est le même principe. Si on ajoute les deux lignes, ça fait 2n égale, si on ajoute L1 et L2, n plus n2n, ça n'a pas changé, égale moins 1 plus 14 qui fait 13. 2 fois un nombre entier égale 13. Ça n'existe pas, c'est 2 fois 6,5. Donc pareil, ce système n'a pas de solution. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme tout à l'heure, il n'y a pas de n et k qui fonctionne pour avoir moins 1 fois 14. Ou en d'autres termes, plus rapidement, que ce candidat-là n'est pas possible. Ok, on est un petit peu loin, il faut remonter tranquillement. Nous, on était partis, on m'a dit montre que c'est pas un entier. Et je dis ah ouais, moi je vais faire style c'est un entier. J'ai fait mes calculs. Et donc à chaque fois en fait, on me dit ok, si c'est un entier, alors il s'écrit comme ça. Alors il s'écrit comme ça. Donc si mon truc est un entier, alors il faudrait que n-k fois n plus k soit égal à moins 14. Tu vois, il faudrait avoir ça. Et on vient de démontrer que c'est impossible. C'est impossible d'avoir un n et un k qui vérifient ça. n-k fois n plus k égale moins 14. Il n'y en a pas. Il n'y avait que deux candidats et on les a écartés en allant au bout des calculs. On arrive sur une absurdité, sur un truc qui n'est pas possible. Ça veut dire quoi? Que mon hypothèse de départ est fausse.
Autrement dit que n carré plus 14, le tout sous racine, n'est pas un nombre entier. Et ce, pour tout n. Dernier exemple, avec des suites. On n'en fait pas souvent, donc profites-en. Donc voici une suite définie par un plus 1 égale un plus exponentielle de moins un et u0 égale 1, vu qu'elle est définie par récurrence, montrer que la suite ne converge pas. Donc là, il faut un niveau terminal pour le faire. Et d'ailleurs, c'est une question plutôt classique au bac. Elle ne tombe pas telle qu'elle, mais c'est un savoir-faire qu'il faut maîtriser. Alors, comment on peut faire ça? Par l'absurde. On me dit, montre que ça ne converge pas. Mais ça veut dire quoi converger? Parce qu'on te dit, montre que la suite ne converge pas. D'accord, sympa, mais c'est quoi converger? Converger, c'est tendre vers un nombre fini. Ça veut dire que la limite de un, donc en plus infini, égale un nombre. 2, 4, 5, moins 1, 1 tiers, égale un nombre. Ça, c'est converger. On te dit, prouve que ça ne converge pas. Et nous, comment faire par l'absurde? Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais supposer que ça converge et je vais montrer que ce n'est pas possible, que c'est absurde d'avoir supposé que ça convergeait. Et je pourrais donc affirmer ensuite qu'elle ne converge pas. Donc, supposons que un converge, la base, la première étape du raisonnement par l'absurde. Et comme souvent, on va traduire. Si elle converge, je vais te dire que ça tend vers un nombre fini. On n'a qu'à lui donner un nom. Généralement, on se prend par la tête comme sa limite, on l'appelle L. Et ça veut dire quoi? Que L est sa limite, voilà ce que ça veut dire. Ce que je te disais, la limite de un quand n tend vers plus infini égale L. Donc maintenant qu'on a ça, on va travailler ça pour arriver à une absurdité. Et là, je vais t'amener avec moi dans la réflexion. Si un converge, c'est-à-dire tend vers un nombre. C'est-à-dire que quand n tend vers plus infini, quelque part, elle se stabilise, elle stagne vers L, vers 2 par exemple, tu vois, pour que tu aies en tête. Donc au bout d'un moment, elle s'arrête, elle stagne. Mais il y a quand même une relation qui me donne le terme suivant à chaque fois, tu vois, la suite. Donc oui, dans notre tête d'humain, elle s'arrête. Mais en réalité, tu sais, dans les nombres infinitésimaux, genre si on continue à compter, on peut quand même calculer le terme suivant. Donc nous, on estime que la limite, elle vaut 2, par exemple, elle vaut L, mais en vrai de vrai, elle continue un peu de progresser. Et la clé est là, il faut essayer de comprendre cette égalité quand on est dans le monde de la limite. Donc pour n suffisamment grand, tu vois, quand n tend vers plus l'infini, regarde, c'est écrit, on dit que un est égal à L, regarde, ça vaut sa limite. Mais que vaut un plus 1? La limite de un plus 1 vaut également L. Parce que la manière dont je te l'ai amené, c'est qu'au bout d'un moment, un se stabilise. Oui, donc que tu prennes U1 milliard ou 1 milliard 1 ou 1 milliard 2, ça vaudra à peu près la même valeur L. Et c'est ça le pour n suffisamment grand ou quand n tend vers plus infini, un jour ou l'autre, quand n est super grand, tous les termes valent à peu près la même chose. Et ce à peu près la même chose, on lui donne un nom. C'est la limite qu'on appelle L. On peut estimer que un plus 1 égale un égale L pour n suffisamment grand. Et donc regarde, dans cette égalité, on va reprendre cette égalité et remplacer par L. Et donc on doit résoudre L égale L plus exponentielle de moins L. Donc attention entre mon E et mon L. Donc en théorie, il y a un peu d'hypothèse à mettre, d'accord? Il faudrait considérer la fonction qui me permet de passer de un à un plus 1 et bien dire qu'elle est continue pour écrire cette égalité, d'accord? Mais comme d'habitude, moi je vais t'emmener dans la réflexion et que tu comprennes la logique qui se cache derrière. Ensuite, c'est pour une copie, apprends le petit texte de ton prof. Donc voilà, en fait, si ma suite un converge, et qu'on appelle L sa limite, obligé, ça doit être vrai. Essayons de résoudre cette équation-là. Ce plus L là, j'ai qu'à l'amener à gauche. Donc à gauche, je laisse L et lui, qui s'appelait plus L, devient moins L. Égale E de moins L. L moins L, ça fait 0. Donc 0 égale E de moins L. Je vais me l'écrire autrement, d'accord? On peut dire que exponentielle de moins L, L qui est un nombre réel, est égal à 0. C'est vrai que j'ai mis nulle part, mais le nombre L appartient à R. Donc si un converge, sa limite L doit vérifier ça. Exponentielle de moins L égale 0. Et là, il faut que tu connaisses une petite propriété sur l'exponentielle. Tu la connais ou pas? Une exponentielle est toujours strictement positive. E de n'importe quoi, ça ne peut pas être égal à 0. C'est toujours strictement plus, c'est pas possible. Donc en fait, cette égalité, ou plutôt cette équation, n'a pas de solution, c'est impossible. C'est comme si tu avais x carré égale moins 2. Tu me dis, non, c'est pas possible. Un carré, ça ne peut pas être égal à moins 2. Et là, c'est pareil. Une exponentielle ne peut pas être égale à 0. S égale ensemble vide. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, le seul candidat comme étant la limite ou qui permettait à un de converger n'est pas possible. Parce que j'arrive à une contradiction, un non-sens, quelque chose d'absurde. Qu'est-ce que ça veut dire? Que mon hypothèse de départ est fausse et donc que la suite un ne converge pas. Donc voilà, j'essaie de te montrer différents cas de raisonnement par l'absurde. Et là, si on n'avait pas dans la vie de tous les jours, mais j'essaie de commencer tranquillement pour que tu vois le concept et de autres qui étaient un peu plus lourds. En tout cas, j'espère que tu as suivi et que tu as apprécié ce raisonnement.